Parfait. Donc, merci beaucoup d'être là pour ce deuxième webinaire organisé autour du géomarketing par Mediapost. Ce webinaire, il va nous permettre de naviguer entre différents cas d'utilisation du géomarketing avec des exemples plutôt concrets, avec des applications sur des secteurs concrets également, qui nous permettra de bien comprendre comment les solutions géomarketing vont nous aider à activer un certain nombre d'actions et à prendre les bonnes décisions. Avant de commencer, on va juste passer quelques petites secondes en introduction pour savoir de qui nous sommes et qui vous parle. Donc, celle qui vous parle, c'est moi. Aujourd'hui, pour ce webinaire avec vous, je m'appelle Christelle Blanche, je suis responsable marketing chez Mediapost et je suis plutôt plus en charge d'ailleurs de tout ce qui touche au géomarketing, d'où ma présence ici avec vous aujourd'hui. Avant de rentrer plus dans la présentation de Mediapost, juste un petit mot pour vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le petit chat qui se situe au milieu de l'écran sur votre PC. Vous pouvez vous poser vos questions à n'importe quel moment et puis je ferai des pauses pendant la présentation pour y répondre. Donc, Mediapost, qui est-on ? Mediapost, c'est un acteur de la communication de proximité, un acteur majeur de la communication de proximité, et on accompagne plus de 30 000 clients aujourd'hui dans la mise en œuvre de leur communication locale et de proximité. On accompagne ces 30 000 clients qui sont des clients à la fois dans la grande distribution, mais aussi... le son est faible, me dit-on, donc je vais essayer de rapprocher le micro. Donc, des clients dans la grande distribution, grosses entreprises, mais aussi des indépendants, également des administrations ou des collectivités, donc bref, des entreprises de tout secteur et de toute taille. Je voulais juste vous donner quelques éléments sur quelques chiffres. Donc, Mediapost, c'est donc 30 000 clients, c'est 25 millions de boîtes aux lettres distribuables sur le territoire national. C'est plus de 10 milliards d'objets distribués chaque année en boîte aux lettres. C'est un autre chiffre, c'est par exemple 19 millions de SMS envoyés par an pour accompagner nos 30 000 entreprises. Pour accompagner ces entreprises, en fait, on a aujourd'hui la possibilité d'avoir un certain nombre de solutions qui combinent à la fois des solutions online et des solutions offline pour activer les différents points de contact du parcours du consommateur dans son quotidien. Premier exemple, on va prendre l'imprimé publicitaire qui va permettre de communiquer efficacement sur une zone choisie dans les boîtes aux lettres des consommateurs. Toujours dans la boîte aux lettres, on va avoir le courrier adressé qui permet, lui, de communiquer personnellement et de développer le marketing relationnel auprès de ses consommateurs, clients ou prospects. Et puis, on va avoir également des solutions plutôt en mobilité qui vont être soit du SMS pour communiquer là où sont les consommateurs potentiels, et puis également des solutions plutôt axées autour du web et d'Internet pour garantir la visibilité de l'entreprise sur la toile. Et puis enfin, dans le parcours d'achat, il y a aussi le parcours dans la rue et le parcours dans le point de vente, où là aussi on a des solutions qui vont permettre de faire de la communication de proximité, solutions de street marketing pour créer l'événement ou solutions de collecte et d'animation au point de vente. Voilà pour le panorama très rapide et très bref de nos solutions. L'idée maintenant, elle est plutôt de se focaliser sur le but et l'objectif de notre webinaire, et qui est donc de parler de géomarketing et d'application de ce géomarketing. Juste avant, pour mettre bien les choses au clair, on va juste reprendre la définition du géomarketing pour qu'on soit tous sur le même niveau d'information. Donc le géomarketing, c'est bien l'association en fait de données géographiques, une carte, un périmètre géographique, une ville, un quartier, etc. Et de combiner cette information avec des données plus marketing, et ça pour analyser et comprendre des individus. Individus qui peuvent être des individus physiques, le consommateur, mais également des individus qu'on va appeler économiques, les entreprises. Donc c'est bien l'association et l'analyse de ce comportement
des individus économiques en tenant compte de la géographie, en s'appuyant sur des données socio-démographiques, comportementales ou des données internes à l'entreprise. On va le voir tout de suite. Le géomarketing, il a trois grands objectifs dans l'entreprise. Il permet de comprendre la situation d'une entreprise, il permet de décider de différents scénarios, et notamment des scénarios en matière de communication. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis, il permet aussi de piloter ces résultats et donc, du coup, de mieux comprendre, de mieux décider et encore une fois, de repiloter. C'est vraiment un cercle vertueux qui permet de prendre les bonnes décisions avec les bons outils. Donc, au travers de ces trois grands enjeux de compréhension, de décision et de pilotage, on va avoir un certain nombre de questions, vous l'avez vu dans l'invitation pour ce webinaire, qui vont permettre que le géomarketing va permettre d'accompagner la réponse. Donc là, on va avoir des questions qui vont toucher plutôt sur le domaine de la concurrence, comment j'adapte ma communication à la pression concurrentielle. On va voir tout à l'heure dans un cas d'utilisation comment je contre l'arrivée d'un concurrent sur mon territoire avec des actions de communication choisies et faites en connaissance de cause et de territoire. On va avoir plein de questions sur son propre fichier client, où est-ce qu'ils sont positionnés, qui ils sont en fonction de là où ils vivent, comment ils se comportent par rapport à mes produits aux produits que je commercialise, quelle est la performance de mon point de vente, de mon territoire, de ma zone. Est-ce que mon chiffre d'affaires est à la hauteur de mon potentiel? Ça va être aussi une question qui va pouvoir être traitée via le géomarketing. Et puis aussi, comment j'identifie des cibles sur le territoire et comment je concentre mes actions sur les zones de concentration justement de mes prospects qui correspondent à mes cibles. Voilà à peu près toutes les questions que l'on va travailler, que l'on va tenter de traiter avec le géomarketing et certainement trouver des réponses. Et aujourd'hui, les 5 cas d'utilisation qu'on va aborder sont vraiment des réponses à ce type de questions. Donc on est prêt, on y va, on attaque la première utilisation. Donc globalement, quand on est une entreprise, la première question qu'on va se poser, c'est où sont mes clients et qui ils sont. On a souvent des approches un peu personnelles parce qu'on rencontre des clients de temps en temps, parce qu'on serre des mains dans le magasin si on est directeur de magasin et qu'on voit un certain nombre de clients, parce que on a un peu des a priori ou des connaissances qui peuvent être très subjectives par rapport à son fichier client. Donc là, l'une des premières choses à faire, c'est est-ce que je peux conforter mes intuitions ou mes a priori avec des données plus factuelles? Est-ce que je peux arrêter de naviguer à vue pour préparer mes actions de communication et donc utiliser des solutions géomarketing qui vont me permettre de répondre à ce besoin d'action de communication. Et puis, du coup, ça va nous permettre de pouvoir peut-être revoir des zones de communication, peut-être adapter ou adopter une stratégie offensive ou défensive sur certaines zones en fonction de ce qui se passe dans l'environnement de ma zone de chalandise, de mon territoire de jeu. Et donc, du coup, de pouvoir adapter et adopter des solutions complémentaires. Donc, si je prends un exemple concret, je suis une entreprise dans le sport et ce qui va m'intéresser, moi, c'est de pouvoir visualiser simplement et rapidement mon taux de pénétration sur ma zone. Donc, un taux de pénétration, encore une fois, le son est faible, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. Je vais essayer de... Non. Voilà. Hop. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Du coup, je vois le petit mot. Oui, ok.
Merci Karine, en tout cas de me prévenir si le son redérape. Donc, du coup, sur une carte, quand on est en recherche de où sont mes clients, l'intérêt d'avoir cette répartition par taux de pénétration, c'est de pouvoir voir sur le territoire le nombre de clients par rapport à la population de cette zone et donc de me rendre compte de ma couverture de la zone ou de ma pénétration de la zone. Ce qu'on voit sur la carte ici, par exemple, c'est que vraiment à proximité de mon point de vente dans le sport, j'ai un taux de pénétration qui est relativement faible puisque je suis plutôt dans les zones, dans des couleurs froides, là où sur d'autres territoires, un peu plus à l'extérieur, j'ai des taux de pénétration beaucoup plus importants. Donc ça, c'est un premier constat sur lequel il faut qu'on se pose et qu'on s'interroge quand on est patron de ce point de vente dans le sport, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que ma pénétration à proximité de mon magasin n'est pas optimale. Il peut y avoir plein de raisons. Mon offre est peut-être pas adaptée à ce type de population. En fait, au-delà de où sont mes clients, il faut bien que je comprenne qui ils sont. Et donc, pour comprendre qui ils sont, je vais faire appel à d'autres caractéristiques, à d'autres données qui vont me permettre d'affiner cette connaissance de mes clients. Donc, par exemple, on va pouvoir afficher sur la carte un niveau de revenu sur la zone, niveau de revenu qui peut être différent d'une commune à l'autre, d'un quartier à l'autre, etc., etc. Enfin, en fonction de la maille géographique que l'on va utiliser. Et donc, si on superpose finalement à la fois la donnée de revenu qui nous permet d'avoir une information sur qui est dans ma zone, est-ce que c'est plutôt des familles aisées, est-ce que c'est plutôt des revenus modestes, et ben du coup, si je superpose cette information de revenu avec mon taux de pénétration, mon nombre de clients, je vais déjà peut-être commencer à me rendre compte d'un certain nombre de choses qui vont me permettre de mieux comprendre. En l'occurrence ici, ce qu'on voit, ça infirme un peu ce que je viens de dire, ou en tout cas, ça montre que le niveau de revenu par rapport à ce magasin de sport n'est pas corrélé à sa pénétration. Par exemple, si je prends le petit quartier ici, jaune, je vois bien que le revenu est plus faible puisque je suis dans une couleur jaune. En revanche, j'ai un nombre de clients qui est très important. Alors là, on peut se poser la question de ce nombre de clients. Et qu'est-ce qui va pouvoir nous permettre d'affiner cette notion? C'est si on va plus loin que le nombre de clients. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de clients que le client il consomme beaucoup dans mon magasin. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de clients que le client revient souvent dans mon magasin. Donc, ce qui sera intéressant ici, c'est d'affiner cette connaissance en ajoutant des informations qui sont les informations du point de vente du client sur le chiffre d'affaires, le panier moyen ou la fréquence d'achat qui va permettre de mieux comprendre si ces clients dans cette zone jaune sont venus une fois comme ça en passant parce qu'il y avait une super offre, parce que la promotion était intéressante et donc du coup il faut comprendre comment on réactive ces clients-là qui sont venus une seule fois et à l'inverse comprendre pourquoi ici j'ai peut-être peu de clients mais c'est des clients qui viennent régulièrement et qui ont un panier d'achat qui est important. Donc pour bien comprendre où et qui sont mes clients, je vais d'abord regarder où ils sont avec ma pénétration. Je vais enrichir cette pénétration avec d'autres types de données internes et je vais venir la confronter à une réalité économique du territoire. Si je veux aller plus loin dans la réalité économique du territoire, ben, du coup, on va pouvoir ajouter ici un autre type d'information qui va être le potentiel de consommation. Je suis un magasin de sport, je suis responsable d'un magasin de sport. Ce qui va m'intéresser, c'est pas tant le potentiel de consommation dans les cornichons que plutôt le potentiel de consommation dans le sport. Donc du coup, on va venir afficher sur la carte le domaine de consommation qui va être adapté à l'activité du client ou du point de vente. Et ici, par exemple, on a zoomé sur le potentiel de consommation dans le sport sur un périmètre resserré autour du point de vente. Et ce qu'on voit ici, c'est que finalement, dans cette information sur le potentiel de consommation, c'est peut-être plus intéressant que le niveau de revenu, parce que là, on voit qu'il y a peut-être un peu de corrélation quand même, notamment sur
sur cette partie-là, entre le nombre de clients et le potentiel de consommation. Et puis donc du coup, avec toutes ces informations présentes ici, on va pouvoir mieux comprendre le consommateur et on va même être à même de l'enrichir encore. Là, j'ai donné 2 exemples, revenus potentiels de consommation. On peut aussi travailler sur une typologie des clients et je vous présenterai en quoi la typologie peut être intéressante juste dans un cas d'utilisation suivant, mais qui va permettre de mieux comprendre aussi le comportement du consommateur. Ici, en fait, sur ce cas d'utilisation précis, on va pouvoir retravailler peut-être ces zones de communication. Ensuite, une fois qu'on a bien compris et bien connu où sont mes clients et qui ils sont, et peut-être à définir des zones de communication différentes entre des périodes de l'année où je vais aller adresser des consommateurs différents ou mettre un peu de surpression sur des consommateurs à un instant T. Donc, je vais faire juste une petite pause ici avant d'aborder le deuxième cas d'utilisation. Est-ce que par rapport à ce premier cas sur le où et qui sont mes clients, vous avez des questions ou des remarques, auquel cas vous pouvez les adresser dans la zone de chat. J'ai pas détaillé ici les différents potentiels de consommation que l'on peut avoir. Je vous ai donné ici l'exemple du sport. On peut avoir aussi évidemment des potentiels de consommation dans plein d'autres domaines qui vont permettre d'affiner la connaissance. Pas de questions? Bon, je continue alors sur mon deuxième cas d'utilisation. Deuxième cas d'utilisation, ici, je vais me poser la question de ma stratégie dans le cadre d'une ouverture d'une entreprise ou d'une réouverture après des travaux. Ça peut être le même type d'approche. Dans le cadre d'une ouverture, bien évidemment, je n'ai pas de fichier client. Pour autant, je peux connaître ma zone et prendre les bonnes décisions en matière de communication. Je vais du coup me dire quelle est la zone qu'il faut que je sélectionne en communication en boîte aux lettres, quelle est la zone qu'il faut que j'aille adresser parce que la cible correspond plus particulièrement à ce que j'ai dans mon entreprise. Et si je dois avoir, j'ai peut-être un budget à respecter pour l'ouverture, si je dois choisir entre plusieurs zones, qu'est-ce qui va faire que je vais plutôt choisir la zone A que la zone B? Toutes ces questions-là, elles peuvent être traitées grâce au géomarketing. Donc là, je vais, pareil, vous prendre un exemple. L'exemple que je choisis, c'est d'être dans une ouverture d'un magasin bio qui presque même plutôt d'une réouverture d'un magasin bio qui s'étend, qui donc augmente sa surface et qui, au-delà d'augmenter sa surface, met en place un nouveau rayon avec une nouvelle offre produit, toujours bio bien sûr. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est quelles sont les données qu'on va pouvoir exploiter puisqu'on n'a pas de fichier client et donc du coup, il va falloir aller trouver d'autres types d'informations pour bien comprendre qui est autour de mon point de vente au-delà de la population dans son ensemble. Donc l'une des premières données à utiliser, c'est la donnée de la typologie des consommateurs. Les typologies des consommateurs, c'est le fait de pouvoir répartir la population française en un certain nombre de types, de catégories, et de les regrouper parce qu'en fait, chaque type est regroupé en fait parce que les individus ont des comportements sociodémographiques équivalents et des comportements économiques équivalents. On va le voir tout à l'heure sur ce même exemple. Donc ça c'est le premier type de données qu'on va utiliser. Deuxième type de données qui va pouvoir être intéressant sur cette zone-là quand on est dans le bio, c'est peut-être d'avoir des informations sur la composition de la famille. Peut-être qu'on peut avoir une préférence ou une cible prioritaire quand on est dans le bio sur des familles jeunes avec enfants, avec des enfants en bas âge, par exemple.
Troisième élément qui va être déterminant dans le choix de ces zones, c'est le score d'appétence, ou en tout cas l'appétence ou l'envie de consommer des produits bio, qui peut être intéressant dans ce cas de figure. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder globalement sur sa zone plus ou moins grande, avec du temps d'accès à mon point de vente plus ou moins grand, que je sois en rural ou en urbain, peut-être que ce sera différent. Globalement, je peux me dire que dans le bio, sur des zones plutôt périurbaines ou rurales, le consommateur va être prêt à faire 20 minutes, 25 minutes pour venir dans mon point de vente faire ses emplettes. En revanche, sur une zone plus urbaine, on va être sur un temps d'accès plus court. Donc ça, on va déjà premièrement commencer à poser les jalons de sa zone de chalandise en fonction de la distance par rapport au point de vente ou du temps d'accès par rapport au point de vente. Une fois qu'on a défini un peu ces périmètres, ce qui va être intéressant, alors, c'est de pouvoir voir, alors là on ne voit pas grand-chose, c'est de pouvoir voir commune par commune ou zone par zone, quel est le potentiel de consommateurs au global, combien j'ai de foyers, combien j'ai de ménages, combien j'ai de boîtes aux lettres, à la limite, qui vont me permettre de toucher le maximum de consommateurs sur cette zone. Ça, c'est une première vision qui va être intéressante à avoir pour estimer un potentiel à adresser. Deuxième élément qui va nous permettre de mieux comprendre, c'est parmi toute cette population, c'est quoi la typologie des gens qui composent ma zone. Donc typologie, c'est donc ce que je disais tout à l'heure, hein, des individus qui se ressemblent et qu'on a mis dans des catégories. Ici, par exemple, on note bien sur la carte que c'est pas parce que j'ai une zone qui est à 10 minutes autour de mon point de vente que j'ai des typologies identiques en fonction de cette zone. On voit ici qu'il y a plein de couleurs qui s'affichent sur la carte, chaque couleur représentant une typologie. Je vous prends peut-être juste un exemple sur une typologie. Je vais avoir une typologie qu'on va appeler les pavillonnaires ici, là, la typologie peut-être un peu marron. Et ben cette typologie des pavillonnaires, elle a des caractéristiques communes à tous les autres pavillonnaires du territoire français. Et ces caractéristiques, ce sont plutôt des familles avec enfants qui ont une tranche d'âge entre 30 et 50 ans prioritairement, qui sont plutôt propriétaires de maisons individuelles et qui ont un comportement de consommation en surconsommation sur les produits frais. À l'inverse, ils sous-consomment sur des produits en conserve. Voilà. C'est un exemple complètement fictif, mais par contre, Mediapost a travaillé sur la typologie. Là, je vous donne les quelques critères qui peuvent entrer en ligne de compte sur une typologie. Donc, on a la tranche d'âge, le type d'habitat, le statut de l'habitat, propriétaire ou plutôt locataire, les tailles de logement, et puis des caractéristiques très économiques sur des potentiels de consommation en produits alimentaires ou non alimentaires d'ailleurs, et puis qui va permettre de caractériser chacun des types. Donc là, ce qu'on voit, c'est que on a au sein de cette zone à 10 minutes, 20 minutes, des caractéristiques très différentes. Et à ça, il va falloir qu'on ajoute d'autres types de données, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un score d'appétence au bio. Là, on va aller chercher chez Mediapost un certain nombre d'études qui va nous permettre d'études de chiffres, qui va nous permettre de catégoriser la population française et de déterminer quelles sont les zones de résidence qui ont des scores d'appétence plus importants au bio. En gros, des gens qui consomment 1, 2, 3, 4 fois par mois des produits bio. Et en fonction de ces gens-là, on va regarder quelle est dans leur typologie, où est-ce qu'ils vivent, et on va du coup pouvoir donner des scores d'appétence au bio sur la zone du magasin, la future zone de communication du magasin. Donc ça, c'est un point important. Voilà, donc la notion de score que vous voyez à l'écran.
Du coup, toutes ces informations-là, elles vont nous permettre de créer des zones de communication. Quand je suis dans le cadre d'une ouverture, j'ai besoin d'avoir une zone de communication large et ensuite, je pourrai avoir des surpressions, des zones de communication resserrées pour aller cibler la cible prioritaire avec des moyens de communication différents. Je vais cibler massivement avec de l'imprimé publicitaire puisque c'est un média de masse. Et puis ensuite, je vais cibler plus personnellement les nouveaux arrivants de la zone, par exemple, ou les familles avec enfants avec un score d'appétence au bio très élevé. Voilà pour ce 2e exemple. 3e exemple, je vois que le temps file un peu, mais je vais essayer de tenir le timing et puis je dépasserai peut-être un petit peu. Donc 3e exemple, je contre l'arrivée d'un concurrent. Donc là, pour contrer l'arrivée d'un concurrent, qu'est-ce que je me pose comme question? Est-ce qu'il faut que je revoie mes zones de communication? Est-ce qu'il faut que j'adapte ma stratégie sur certaines zones? Où sont mes clients aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un impact avec l'arrivée de ce nouveau concurrent? Et globalement, quelle est ma zone d'influence et comment elle va être affectée avec l'arrivée d'un concurrent? Premier point, déjà, je viens positionner les concurrents sur la carte. Même si j'ai une idée globalement de mes concurrents, ce qui va être intéressant, c'est de positionner ces concurrents et de regarder la surface de ces concurrents par rapport à moi. Donc là, sur la carte, on a tous les petits points verts sont des points de concurrents et des points de vente concurrents. Et plus le point vert est gros, plus la surface de vente est grosse de ces points de vente. D'accord ? 2e étape, une fois que j'ai positionné ces concurrents, je vais regarder quelle est ma zone d'influence dans mon point de vente, de mon point de vente. Ma zone d'influence, c'est-à-dire en fait l'espace naturel qui m'est donné en fonction de la position des concurrents autour de moi et de leur taille. Globalement, si j'ai 2 concurrents à égale distance de moi, et qu'il y en a un qui est tout petit et l'autre qui est très gros, la zone d'influence du gros en surface va être plus grande que celle du petit. Et moi, je vais me frayer une place au milieu. Donc, ce que vous voyez ici sur la carte, c'est qu'en fonction des positions des concurrents, ma zone d'influence prioritaire, c'est celle qu'on voit en rouge ici. Donc, une fois que j'ai vu ça, bon, super. Ensuite, je me dis, voilà, le point de vente concurrent qui arrive, il se positionne ici, là, sur le petit point vert de l'écran. Donc, ça veut dire que j'ai quand même un risque de voir ma zone d'influence ici rouge s'affaiblir à cause de l'arrivée de ce concurrent. Donc ça veut dire que je sais exactement où est-ce qu'il faut que j'aille intensifier ma communication, peut-être aller pour continuer à préserver mes clients qui sont présents sur cette zone. Je vais pouvoir afficher d'ailleurs les clients présents sur cette zone. Et puis je vais pouvoir aussi aller peut-être embêter le point de vente concurrent en ayant une action sur les zones bleues qui sont peut-être moins attractives naturellement pour mon point de vente, mais qui, si j'ai une politique, une stratégie commerciale plutôt agressive, va quand même les faire venir chez moi plutôt que d'aller chez le concurrent. Et comme le disait justement Monica, c'est aussi une façon d'aller fidéliser sur la zone où je suis déjà présent des clients qui viennent chez moi et qui doivent continuer à venir chez moi malgré l'arrivée d'un concurrent sur ce point. Donc ça pour la façon de contrer un concurrent. Toujours est-il que, je reviens juste 3 secondes sur ce concurrent. Là, j'ai parlé de zone de positionnement des concurrents, de zone d'influence. On peut toujours, bien sûr, ajouter les notions qu'on a vues au départ sur où sont mes clients, qui ils sont, quel est le potentiel de consommation dans mon secteur, etc. Vraiment, toutes les données sont utiles et importantes. Je voulais juste ici mettre l'accent sur comment je vois bien la concurrence sur ma carte. 4e cas, un peu différent des précédents, qui est sur une entreprise qui dispose d'une force de vente terrain et qui quadrille un territoire, que ce soit un territoire national ou un territoire régional, voire un territoire départemental. Comment je m'assure que ce territoire est couvert correctement, qu'il n'y a pas de trou dans ce territoire, et comment je m'assure que la sectorisation que j'ai donnée à ma force de vente
est la meilleure. Et comment je peux tester, analyser des modifications qui peuvent être données sur un secteur attribué à tel vendeur ou à tel autre. Donc, ce qu'on va pouvoir utiliser ici en matière de géomarketing, c'est que on va positionner sur la carte chacun des territoires. Donc c'est extrêmement visuel et beaucoup plus qu'un fichier Excel à mon sens. Et à partir de cette position sur une carte, on va ajouter des critères. Alors là, on va ajouter des critères sur mon nombre de clients par force de vente, par vendeur, mon chiffre d'affaires par vendeur, mon nombre de prospects également, mon potentiel à fidéliser, mon potentiel à développer pour chacun des vendeurs, sur chacun des territoires. Et puis, on peut aussi avoir des notions de distance entre le lieu de résidence de mon vendeur, par exemple, ou de mon agence, et la localisation des clients et des prospects. Du coup, à partir de ces informations-là, il est très facile de pouvoir sélectionner, par exemple, je vois ici, dans le coin là, on a une zone ici, donc une commune, qui a un tout petit nombre de clients, un encore plus petit nombre de prospects et qui est attribué à ce territoire bleu. Qu'est-ce que ça ferait si je changeais ce territoire bleu et que je le passais sur le secteur du vendeur rose? C'est quoi les impacts en termes de chiffres, en termes de distance, en termes de potentiel? Et ça va pouvoir être faisable au travers de ces solutions. On va pouvoir changer l'affectation et regarder instantanément qu'est-ce que ça veut dire en termes de potentiel, en termes de secteur, et donc pouvoir facilement réattribuer des secteurs à nos forces de vente. C'est aussi un très bon moyen de voir s'il y a des trous, puisque la coloration de la carte va pouvoir montrer qu'il y a certaines zones qu'on ne couvre pas, parce qu'on croyait que c'était au secteur 1, et finalement le secteur 1 pensait que c'était au secteur 2, et du coup on se retrouve avec du potentiel client et du potentiel prospect, mais qui n'est jamais visité parce qu'on ne connaissait pas l'attribution. Donc ça, c'est aussi un élément qui peut être traité à travers du géomarketing. Dernier cas d'utilisation, j'ai déjà un peu débordé, mais c'est pas grave. Dernier cas d'utilisation, l'optimisation des communications. On l'a un peu déjà traité dans les illustrations précédentes sur l'ouverture ou sur le cas d'utilisation où et qui sont mes clients, mais il arrive dans des périodes récurrentes on se pose des questions sur qu'est-ce que je fais l'année prochaine, quel est mon plan d'action, mon plan de communication au niveau local. Et donc, du coup, on a besoin d'avoir un certain nombre d'informations qui vont nous permettre de qualifier, de structurer ce plan de communication en fonction d'investissements, de budget que l'on peut avoir à disposition. Donc, premier élément qu'on va pouvoir visualiser. Au-delà, je voulais vous le montrer aussi, c'est-à-dire on peut avoir une vue un peu satellite de l'environnement de son point de vente qui va nous permettre de bien visualiser les caractéristiques géographiques autour de notre point de vente. Là, dans l'alimentaire, je fais des opérations spécifiques l'été sur les barbecues et les grillades. C'est intéressant quand même d'avoir une bonne vue au-delà d'informations statistiques qui peuvent s'apposer sur la carte, d'avoir une bonne vue des habitats avec jardin qui peuvent être présents autour de mon point de vente. Je vais aussi pouvoir voir facilement les voies d'accès, les échangeurs d'autoroutes, les distances, etc. qui peuvent intervenir. Ensuite, effectivement, je peux également revoir la partie concurrentielle telle qu'on l'a vu tout à l'heure, sur où sont mes concurrents et quelle est leur taille. Ensuite, je vais pouvoir créer rapidement une zone de communication, ma zone de communication que j'ai eue depuis des années, ou celle que j'ai utilisée sur la dernière campagne, et je vais pouvoir regarder c'est quoi mon potentiel
de foyer adressé. Et au regard de ce potentiel de foyer, je vais pouvoir avoir des informations sur d'autres types de potentiels, là de l'email ou alors du nombre d'adresses pour pouvoir avoir un autre type de communication. Et comme je vais enrichir cette connaissance avec mon potentiel de consommation par exemple, ça va me permettre de définir les zones sur lesquelles je vais aller réarbitrer en disant là, c'est pas la peine que je communique toutes les fois massivement sur cette zone. En revanche, à d'autres endroits, non seulement il faut que je communique fréquemment, régulièrement, mais en plus, comme c'est mon cœur de cible, comme je sais qu'ils dépensent, comme je sais que j'ai pas mal de clients dans cette zone-là, alors je vais activer des outils complémentaires pour être en surpression sur ce type de zone parce que ça correspond à mon cœur de cible. Et donc, du coup, je vais pouvoir avoir des potentiels et des stratégies de communication qui peuvent s'étaler dans le temps, se structurer et se structurer bien en amont du déroulé du plan d'animation. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je suis désolée, je voulais m'arrêter à chaque cas d'utilisation, mais du coup j'ai enchaîné un peu vite. Donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez poser vos questions, petites ou pas petites d'ailleurs, dans la zone de chat. Je veux bien passer quelques minutes à répondre à vos questions. Et puis de toute façon, je vous invite aussi sur le dernier webinar qui aura lieu le 14 décembre, toujours sur la même chaîne Mediapost et toujours à la même heure, c'est-à-dire à 10h. Et on pourra ainsi rentrer sur une démo de nos solutions. Et puis, je partagerai avec vous aussi quelques explications de nos utilisateurs de solutions géomarketing qui viendront témoigner sur leur utilisation et ce que ça leur permet de tirer comme enseignement ou comme avantage dans leur quotidien. Voilà, n'hésitez pas. On attend encore un peu. Alors, j'ai plein de monde. Est-ce que vous avez une petite question, une petite remarque? Sinon, je vais croire que c'était parfait et que j'ai été extrêmement claire. Donc, l'enjeu est donc d'avoir les bonnes données. Alors, il y a deux types de données, effectivement. Il y a les données propres à l'entreprise que l'entreprise a déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a, enfin, souvent, les entreprises ont un fichier client, des informations sur le chiffre d'affaires. Plus ces informations vont être précises, évidemment, plus on va pouvoir l'indiquer sur la carte. Mais toujours est-il que d'un autre côté, il y a plein de données externes, donc des données qui sont utilisées par Mediapost en l'occurrence, et qui vont vous permettre de bien connaître la zone. Données qui peuvent être issues de l'INSEE, issues d'achats de données qu'on peut faire à l'extérieur et qui vont permettre de qualifier le territoire avec des données fiables et consolidées. Y a-t-il possibilité d'une aide à l'analyse de l'étude? Alors, bien évidemment, on ne vous laisse pas seul face à votre carte, outil. On a aujourd'hui un certain nombre de conseillers. Enfin, chaque personne qui vous accompagne est en capacité de vous conseiller sur l'utilisation de ces informations et sur la compréhension des données transmises, bien évidemment. Quelle est la fraîcheur des données externes? Alors, les données externes, si ce sont des données, si ce sont des données issues de l'INSEE par exemple, en fait, il y a une mise à jour de ces données et un rafraîchissement qui est fait de tous les ans. Ensuite, on a des partenaires avec lesquels on travaille qui, eux, ont une fraîcheur d'information qui va être peut-être tous les 6 mois.
Et donc, on va pouvoir rafraîchir ces données au plus juste. Et puis, on a d'autres informations qui sont également présentes dans nos outils, notamment les potentiels de boîte aux lettres, les potentiels d'adresse ou les potentiels d'email. Sur la partie boîte aux lettres, on a par exemple une fréquence de mise à jour qui est biannuelle, enfin semestrielle, pardon. Donc du coup, on met à jour les potentiels tous les 6 mois en fonction de l'évolution du territoire. Les livrables sont disponibles sous quel format? Print, numérique. Alors, Cédric, j'ai envie de dire que les livrables sont disponibles sur tous les formats que vous avez cités. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, à la fois, on donne une version papier et puis on donne une version électronique, alors sous forme de PDF sur la partie figée, mais aussi un outil en ligne qui permet de zoomer, construire, partager les zones créées et les informations mises à disposition. Est-il possible de programmer ces campagnes via l'outil? Alors, les outils qu'on met à disposition permettent de créer ces zones, mais pas de déclencher les envois. Pour ça, il y a d'autres solutions au sein du groupe Mediapost qui sont à même de traiter ce genre de demande. Je pense notamment à Rosetta ou des clients dans mon magasin que je vous invite à aller découvrir sur le site Mediapost si besoin. Avez-vous une liste de ceux qui ne souhaitent pas recevoir de publicité Stop Pub? Alors, tout à fait. Quand on donne des potentiels de boîte aux lettres distribuables sur une zone, une boîte aux lettres est distribuable quand elle est accessible et sans Stop Pub. Et du coup, on a même des solutions qui vont nous permettre d'aller adresser autrement les gens qui ne souhaitent pas recevoir d'imprimés publicitaires dans leur boîte aux lettres. On a une offre qui s'appelle GeoPlus, par exemple, qui va permettre du coup de toucher ces personnes qui ne souhaitent pas recevoir d'imprimés publicitaires dans leur boîte, mais qui sont tout à fait à même de recevoir d'autres types de communication. Autre point, merci. Bon, bah super. Est-ce que vous avez d'autres questions? A priori, il n'y en a plus. De toute façon, si vous avez d'autres questions, soit vous les gardez pour le 14 décembre et vous les poserez à ce moment-là. On va envoyer une communication à tous les participants avec le replay de cette vidéo. Donc, vous pourrez aussi répondre et poser vos questions par mail. Voilà, super. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous donne rendez-vous le 14 décembre. Merci.